Ils sont à l'intérieur de moi. Dans tes cellules, oui. Et nous vivons en symbiose avec eux. C'est quoi la symbiose? L'association réciproquement profitable de deux organismes vivants. Salut à tous, c'est Siliaris, et dans la vidéo d'aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est la symbiose. Alors en introduction, j'ai choisi la définition de Qui-Gon Jinn, tout simplement parce qu'elle est facile à retenir et qu'elle me permet d'introduire la problématique de cette vidéo, à savoir si la symbiose est réellement une association réciproquement profitable. Eh bien allons-y, et que la force et les midi-chloriens soient avec nous. Depuis le poisson clown s'abritant entre les tentacules urticants de l'anémone de mer jusqu'à des champignons s'associant aux racines des plantes, la symbiose se présente comme un fabuleux partenariat et qui plus est très important puisqu'influent sur quasiment toutes les formes de vie de notre planète. Le mot symbiose a été défini en 1879 par le très polyvalent scientifique allemand Anton de Bary. Oui, car selon sa bio, le gars était à la fois chirurgien, microbiologiste, botaniste et mycologue. Ce qui est pas mal en effet. À la base, la symbiose rassemblait tout simplement les relations de vivre ensemble qui pouvaient exister entre des espèces différentes, sans pour autant y inclure la notion de réciproquement profitable. Et c'est au fil du XXe siècle que la définition s'est affinée pour se rapprocher de celle de notre cher Qui-Gon en un poil plus complexe. La symbiose, c'est une association durable et obligatoire entre des espèces différentes et dont chacune en tire bénéfice. Au sein de cette association, on distinguera l'espèce partenaire qui accueille, c'est l'hôte, de celle qui est accueillie et qu'on appellera symbiote. Donc jusqu'ici, rien à redire quant à l'affirmation selon laquelle la symbiose serait une association réciproquement profitable. Mais pas pour longtemps. Il faut savoir que la notion fait débat dans la communauté scientifique pour des raisons qui, vous verrez, sont assez justifiées. En effet, il existe deux visions de la symbiose. La première que je viens de vous présenter, plus restreinte et souvent favorisée dans le milieu universitaire français, et la deuxième, plus globale et se rapprochant plus volontiers de la vision initiale de Bary. Ah, merci de votre participation. Une vision où, je vous rappelle, la symbiose se définit juste comme une relation de vivre ensemble entre des espèces différentes. Dans cette conception élargie, plutôt favorisée par les anglophones, on distinguera trois types de symbiose. Le mutualisme, qui est une interaction positive, bénéfique pour les deux partenaires, et qui correspond finalement à la véritable symbiose, réciproquement profitable. Le commensalisme, qui est une relation neutre, bénéfique pour l'un des partenaires sans déranger l'autre. C'est le cas par exemple des plantes épiphytes, comme les orchidées. Et même le parasitisme, relation négative où l'un des partenaires vit au détriment de l'autre. Et là, je vous laisse vous-même trouver des exemples, sachant que les voisins encombrants n'en font pas partie. Quoique. Mais alors, si la symbiose selon de Bary englobe à la fois commensalisme et parasitisme, ça devient compliqué de la considérer comme une association réciproquement profitable. En fait, il n'y a plus que le mutualisme qui correspond à cette définition. Pour les anglophones, non, c'est la même chose. Par contre, pour encore beaucoup d'universitaires français, il y a bel et bien une différence. Souvenez-vous que la véritable symbiose se définit comme une association durable et obligatoire. Eh bien, pour ma part, sur les bancs d'une université française, j'ai appris que le mutualisme était certes équivalent à la symbiose, si ce n'est que l'interaction n'était ni durable et encore moins obligatoire. Voyons cette différence à travers deux exemples provenant des mers tropicales. Les coraux sont des animaux dont la plupart entretiennent une relation symbiotique avec une microalgue appelée zooxanthelle. Lorsque les coraux sont soumis à un stress comme une augmentation soudaine de la température, l'activité des zooxanthelles devient néfaste pour le métabolisme corallien. Les coraux se débarrassent alors de leurs symbiotes, notamment en les expulsant de leurs cellules, et perdant par la même occasion leur couleur. C'est le fameux phénomène du blanchissement. En tant que prédateurs, les coraux ne sont pas mauvais, ils sont très mauvais, et ne peuvent pas survivre bien longtemps sans les zooxanthelles. L'association est obligatoire, en tout cas pour les coraux, c'est donc une symbiose.
Maintenant, observons cette murène qui semble se faire nettoyer par des petites crevettes. Cette relation n'est pas durable, au contraire, elle est même plutôt ponctuelle. Et bien que fort utile, elle n'est pas non plus obligatoire car chacun des partenaires pourrait se débrouiller sans elle. Ça, c'est du mutualisme. Donc si la vidéo s'arrêtait ici, on pourrait en conclure que la réciprocité symbiotique n'est finalement qu'une question de point de vue. Sauf que bien évidemment, on va pas s'arrêter ici. Je vais pas vous laisser comme ça. Vous avez déjà entendu parler des fourmis maniocs, aussi nommées fourmis attines, champignonnières ou même coupe-feuilles? Mais tous ceux qui, comme moi, ont la chance de les côtoyer tout en possédant un jardin, les connaîtront plus volontiers sous le nom de saloperies. Pardon. Les fourmis maniocs présentent la particularité de découper minutieusement le feuillage des plantes qu'elles transportent jusque dans leur fourmilière. Et que font-elles de ce feuillage? Elles le mangent? Bah non. À l'intérieur de la fourmilière, ces fourmis entretiennent un champignon, et c'est à lui qu'elles apportent les morceaux de feuilles. Elles ne peuvent pas survivre sans lui, il est leur source unique de nourriture, et lui ne peut pas survivre sans elles dans la nature, car il n'est pas assez compétitif. En apparence, il s'agit donc bien d'une symbiose. Mais il faut savoir que si cette espèce de champignon n'est présente que dans les fourmilières et nulle part ailleurs dans l'écosystème, c'est parce que les fourmis empêchent toute tentative d'évasion de sa part. Le champignon est donc emprisonné dans une association depuis des générations où il est cultivé, voire même exploité par son hôte. Alors vous vous dites peut-être qu'il s'agit là d'un cas isolé parmi les symbioses, mais pas du tout. Ça concerne même des symbioses très importantes. Vous voyez cette plante? Elle appartient à la très grande famille des légumineuses, comme le haricot ou encore l'acacia. Au niveau de ses racines, on observe des petites excroissances rondes appelées nodosités, dans lesquelles sont abritées des bactéries capables de fixer l'azote atmosphérique. Dans cette symbiose, les bactéries fournissent donc de l'azote à la plante en échange de nutriments. Sauf qu'elles fournissent vraiment beaucoup d'azote, quasiment tout ce qu'elles produisent à vrai dire. Même qu'elles n'en produisent jamais autant que lorsqu'elles sont en symbiose avec des légumineuses, ce qui pour beaucoup constitue un exemple de moteur évolutif, comme quoi la symbiose permettrait à chacun des partenaires de se surpasser. Mais là, il n'y en a qu'un seul qui se surpasse, et l'autre encore une fois semble être celui qui est le plus favorisé. Après tout ça, difficile de voir la symbiose avec le même œil, et c'est pour cette raison que de nouvelles notions émergent telles que le farming, une association symbiotique où l'hôte cultive son ou ses symbiotes. Alors, la symbiose est-elle réellement une association réciproquement profitable? En résumé, nous avons vu que la symbiose ne mettait pas tout le monde d'accord sur sa définition. Soit c'est une vision globale réunissant toutes les associations entre espèces différentes, incluant mutualisme, commensalisme et parasitisme, soit c'est une vision plus restreinte correspondant à une association obligatoire à bénéfice mutuel. On retiendra particulièrement la différence entre la symbiose véritable et le mutualisme. Pour les anglophones, il n'y en a pas, alors que pour les francophones, ces deux notions se distinguent sensiblement. Et finalement, nous avons constaté que c'est souvent l'hôte qui prend son pied dans la symbiose, ce qui me permet de conclure en disant que non, la symbiose ne peut pas être simplement considérée comme une association réciproquement profitable. Comme quoi, on peut être maître Jedi et raconter quand même de la merde. Alors attention, mon but ici n'est pas de vous faire croire que la symbiose n'existe pas, ou qu'une définition est meilleure qu'une autre, mais plutôt de vous inciter à prendre du recul sur une notion bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Salut. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette interruption inopinée du programme? Eh bien, je vais vous expliquer. Il s'avère que pendant l'enregistrement de la vidéo, j'ai eu quelques petits soucis techniques, et notamment au niveau du son. En fait, je n'avais plus de son sur la moitié de la vidéo. C'est-à-dire qu'il a fallu que je réenregistre mon propre doublage sur toute la deuxième moitié de la vidéo, et notamment, vous l'aurez deviné, sur la partie qu'on appelle l'outro. Vous savez, là, le truc où on dit abonnez-vous si vous avez aimé ma vidéo, machin, laissez un pouce bleu, machin, donnez-moi votre argent. Vous voyez, donc je n'avais pas cette partie-là. Donc je me suis dit que j'allais refaire un petit enregistrement pour vous en faire une propre, parce que je vais quand même pas faire le doublage sur cette partie-là, c'est un peu ridicule. Hein? C'est ridicule, ouais, c'est complètement ridicule. Donc nous y voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner.
Pas nécessairement me donner vos sous, ça va, pas pour l'instant en tout cas. D'ici la prochaine, portez-vous bien. À très bientôt. C'était Siliaris.